mon nouveau livre qui va sortir bientôt, Médias et complots, manipulation et vérité. Alors je vais dire tout de suite, ça dépasse largement le cadre des ovnis. Il y a un chapitre sur les ovnis à la fin, mais là j'ai beaucoup élargi le cercle de mes petites investigations donc, sur différents. Bon, ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre, c'est qu'en 2013, on a ressorti le vieux débat sur l'assassinat de John Kennedy. Vous savez qu'en 1963, le président Kennedy avait été assassiné et qu'il y avait eu une enquête officielle qui avait conclu que c'était un homme isolé, du nom de Lee Harvey Oswald, qui avait perpétré cet assassinat. Et voilà, on a clos, enfin, il y a eu une sorte de clôture officielle, une première clôture de l'histoire. Mais en réalité, il y a pas mal d'enquêteurs qui ont creusé la question et qui ont découvert d'autres aspects qui se sont convaincus, et avec eux, une grande partie du public américain, je vais y revenir, qu'il y avait eu un complot. Tant et si bien que, par la suite, il y a eu une commission d'enquête du Congrès américain qui a conclu à peu près la même chose en 1977. Donc, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est de voir qu'en 2013, il y a plusieurs livres qui sont ressortis, dont au moins 2 en France, et qui se sont tous prononcés en faveur de l'hypothèse, la première hypothèse officielle, celle de la commission Warren, comme ça avait été appelé, disant qu'il y avait un unique assassin. Je me suis dit, mais c'est quand même incroyable ça. Et j'ai repris tout ça, j'ai réétudié tout ça. Alors on peut peut-être avancer. Oui. Voilà, donc j'explique que la grande presse actuellement, et je parlais de 2013, mais c'est encore vrai aujourd'hui, voici un numéro récent du Point. La grande presse canarde toutes les théories du complot. C'est arrose sur les théories du complot actuellement. C'est la grande ligne de la plupart, une grande partie des médias, les grands médias, c'est de dénigrer les théories du complot. C'est vrai aussi d'ailleurs dans l'enseignement, paraît-il. Le corps professoral fait des cours contre les théories du complot. Enfin, c'est quand même assez curieux. C'est normal. Attendez, il y a quelqu'un qui dit que c'est normal. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. C'est normal. On va voir pourquoi. Oui, c'est normal parce qu'en fait, on va le dire tout de suite, on va être d'accord, je pense, c'est que il y a un énorme problème des théories du complot qui est né de toute ce problème de conflit avec, dans le Moyen-Orient, le conflit avec les terroristes arabes, etc. Et je vais y arriver, mais on est vraiment très actuellement donc, très soucieux, ça donne beaucoup de soucis à l'heure actuelle, toutes ces théories qui sont nées également des attentats du 11 septembre. Donc, je résume un petit peu les choses. Je vais vous parler, bon, à la fin je vais vous parler des ovnis, bien sûr, mais je vais d'abord vous parler de 2 des matières que j'ai étudiées dans ce livre. C'est donc l'assassinat de Kennedy, parce que c'est redevenu très intéressant dans ces années. Et puis les attentats du 11 septembre. Donc il y a eu, comme vous le savez sûrement, un énorme débat à l'époque, dans les mois qui ont suivi les attentats du 11 septembre 2001. Il y a eu en France un auteur qui a publié 2 livres coup sur coup expliquant que c'était un complot gouvernemental américain. C'était son nom m'échappe. Messon. Thierry Messon. Voilà. Donc, je vais vous parler de ça. L'assassinat de Kennedy, les attentats du 11 septembre, et puis comment les grands médias traitent les ovnis. Voilà, en 3 petites parties. Donc, on avance. Encore? Oui. Oui. Ah oui. Il y a une centaine de diapos quand même. D'accord. Il faut y aller. Comme vous voulez. On a jusqu'à 23h. Après, donc là, c'est bon. On fera peut-être une pause, on pourra discuter un peu, parce que bon, on n'est pas très nombreux, on peut en profiter pour discuter un peu. C'est ce Ils que font un tour.
À Tours, il faut une pause au milieu. On fera une pause au milieu. Vous me direz quand vous en aurez assez. Hein, comme on fera une pause à ce moment-là. Donc est-ce que ça vous va là? Alors, après l'assassinat, la commission Warren avait conclu publiquement qu'Oswald était l'assassin un peu unique. Est-ce que vous arrivez à lire à peu près ce que ça va? Tu pouvais le mettre en écran, ça serait mieux. Parce que j'ai fait exprès, j'ai choisi des caractères assez gras et Diaporama. ça se met lisible. Diaporama. Peu d'écran comme ça. Non mais il suffit d'avancer d'un... Alors, on essaie autre chose. On peut appuyer sur la petite flèche qui Oui. descend. On essaie de le mettre plein écran. C'est vrai. Plein écran, oui. Oui, ça serait mieux pour les spectateurs. Oui, on peut mettre ça en plein écran. Oui. Tout en bas à droite, voilà. Là, En bas, à droite. En bas à droite, tout à fait en bas. Là. Ah oui, en bas à droite. Oui. Là. Ça? Voilà, vas-y. Non, par là. C'est pas là? Un peu plus à gauche, là, par ici. Trois icônes à droite. Ah oui, j'ai compris. J'ai compris. Ah non, c'est pas ça, c'est pas bon. Encore deux icônes à droite. Deux icônes à droite, allez, encore un. Non, c'est pas bon. Oui, c'est bon. On peut pas faire mieux. Non. Oui, alors là, je sais pas, là on a dû sauter une image Ouais. peut-être. Alors voilà. La commission Warren avait conclu publiquement qu'Oswald était Voilà. l'assassin unique. Et alors, donc là, en 2013, quand le débat a fait surface, c'était pour le cinquantenaire en fait de l'assassinat de Kennedy, 2013-1963. Et donc il y a eu un numéro spécial Oui, attends, je vais y venir. Il y a eu plusieurs articles dans la presse, dont une interview de l'ancien président Giscard d'Estaing, qui a dit qu'il avait rencontré le président Gerald Ford, qui était à l'époque, fin des années 70, qui était le président des États-Unis, et qui lui avait demandé qu'est-ce qu'il en pensait, parce que Gerald Ford avait fait partie de cette commission Warren, après l'assassinat de Kennedy, qui avait conclu que Oswald était l'unique assassin. Et Giscard d'Estaing raconte que Gerald Ford lui a dit non, on avait, dans cette commission, on avait conclu, mais secrètement, qu'il y avait complot, mais on n'a pas pu le prouver. Alors moi j'ajoute pas pu ou pas voulu, parce que je vais tout de suite d'ailleurs donner un petit peu mon avis là-dessus. C'est que l'impression que j'ai de toute cette histoire, c'est qu'on a voulu, aux États-Unis, très vite, avec le nouveau président qui a pris la succession de Kennedy, LBJ, Lyndon Johnson, et même la famille Kennedy, ils sont tous venus étouffer cette histoire, parce qu'ils ont eu très très peur à ce moment-là, que si on révélait qu'il y avait eu un attentat, un vaste attentat, ce qui est le cas, à mon avis, on le sait maintenant, à peu près, sauf les gens qui le disent encore, c'est que ça a pu créer une véritable guerre civile. C'était une époque très dangereuse. 1963, c'était un an également après la crise très grave des missiles de Cuba. Vous savez, sûrement, on va rappeler cette histoire des missiles de Cuba. Khrouchtchev avait fait, avec un accord secret avec Castro, avec Fidel Castro, pour installer des missiles nucléaires à Cuba. Et quand ils ont découvert ça, notamment avec des photographies aériennes, des fameux avions espions U-2, dont on va reparler plus loin d'ailleurs, et bien ça fait une crise épouvantable. Et ça, heureusement, grâce au sang-froid de John Kennedy et de Khrouchtchev, ils ont réussi à éviter le pire. Il y a eu une lettre de Khrouchtchev à Kennedy disant « Je ne veux pas être responsable de cet assemblement de bord ». Et puis ils se sont mis d'accord pour arrêter les frais. Donc voilà quelle était l'ambiance. Mais il y avait des deux côtés, côté américain et côté soviétique, il y avait des vents en guerre, il y avait des gens qui voulaient vraiment la guerre. Donc ils ont étouffé. Ils ont étouffé parce que c'était très très dangereux, on risquait la guerre civile. Je pense que c'est ça l'explication. Voilà, on avance. Donc aujourd'hui encore, il y a beaucoup de gens qui soutiennent c'est ça, mais ça devient intéressant, c'est qu'il y a on est de nouveau dans une situation de tension internationale très forte. Et de nouveau, il y a une sorte
de couvercle qu'on met sur toutes les théories un peu dangereuses, jugées un peu dangereuses, dont l'assassinat de Kennedy, qui est aujourd'hui considéré comme un petit peu le prototype des théories du complot, la première grande théorie du complot. Voilà. Donc je viens de vous en parler. Il y a en France, je vous signale tout de suite, il y a de nombreux livres pour et contre. Pour le livre qui soutiennent la théorie du complot, c'est deux livres tout à fait remarquables, à mon avis, c'est de Thierry Lenz, qui est un historien français, et l'autre, Lamar Valdron, qui est un historien canadien. Je crois que j'ai les couvertures un peu plus loin. Et puis, contre le complot, alors justement en France, je vous parlais des gens qui ont été écrits contre le complot, qui se sont alignés sur la thèse de la commission Warren. Vous savez, et c'est ça qui a déclenché mon envie d'écrire, c'est un dossier signé de Laurent Geoffrin, qui aujourd'hui est directeur de Libération, qui à l'époque était directeur du Nouvel Observateur. Il a fait un dossier dans le Nouvel Observateur. Il y a la couverture un peu plus loin. D'accord. Voilà. JFK, la vérité. Quand j'ai vu ça en kiosque, je me suis dit, ah, mais ça m'intéresse beaucoup ça. J'ai lu l'article et je suis tombé de ma chaise parce qu'il expliquait que c'était au stage de l'unique assassin. Il y a, je crois, voilà. Dallas, quel complot, après un demi-siècle de controverse, etc. Ah, vous n'avez pas laissé le temps de lire. Les faits incontestables même, soyez pas éclaircis, mais on dispose d'une explication précise, crédible, étayée de l'assassinat du président. Et c'est-à-dire, c'est la thèse de la commission Warren. C'est signé d'un éminent directeur de journal bien connu, Laurent Geoffrin, qui a une certaine réputation, on va dire. Je vois des gens qui hochent un peu du bonnet. Et ensuite, vous avez un autre auteur, journaliste très connu, Philippe Labro, qui a fait la même chose chez Gallimard. On a tiré sur le président. C'est la théorie de la commission Warren. C'est Oswald l'assassin. Oswald, il avait été en Russie. Ah oui, attendez, on va en parler d'Oswald. Oui, vous avez raison. Allez-y, vous pouvez me houspiller un peu, on n'est pas nombreux. Là. Je tiendrai le choc. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on reparle de cette théorie. Allons-y, on avance. Assassinat. Il y a un bavard dans la salle que je connais bien, là. Hein. Il peut prendre la parole, mais à condition de ne pas trop l'accaparer, là. Hein. Jean Librero. Non. Hein. Bon, d'accord. On avance. Voici la couverture du livre de Thierry Lenz. Il n'a pas eu beaucoup de publicité. Moi, je suis tombé presque par hasard dessus en librairie quand j'ai fait mes recherches. C'est un très bon bouquin. Hein. Voilà. Et là aussi, je suis tombé presque par hasard aussi sur ce bouquin-là, en allant dans une librairie un peu alternative, l'assassinat de JFK, de Canadien Lamar Valdron. C'est un remarquable livre. Si jamais vous avez envie d'étudier ça, je vous recommande ces deux livres-là. Et est-ce qu'ils arrivent aux mêmes conclusions? Ah oui, ils arrivent à peu près aux mêmes conclusions. C'est que c'est les mêmes commanditaires, les deux? Dans les deux livres remarquables, c'est les mêmes commanditaires? Comment ça, les mêmes commanditaires? S'il y a un complot, il y a un commanditaire, j'imagine. Oui. Et donc c'est easy. Attendez. Lamar Valdron va plus loin, à mon avis. Il développe la thèse d'un complice où jouait surtout des mafieux. Là, c'est surtout un. Donc les deux livres n'ont pas les mêmes coupables. Si Thierry Lenz est partisan du complot, mais il va moins en détail que Lamar Valdron. Lamar Valdron va plus loin, vous allez voir. Hein. On avance alors. Alors là, attendez, vous allez trop vite. Trop vite. Ok. Un livre, alors voilà. Je voulais. Ah, excusez-moi. Ah bah alors. Ça avance tout seul, je ne sais pas pourquoi. Peut-être le doigt trop lourd. Oui. Voilà, stop. Et voilà, je vous ai cité plusieurs livres, et voici le livre qui a été couvert d'éloges aux États-Unis, Parkland de Vincent Buckley aussi. Et je vous donne deux citations sur l'écran. New York Times, c'est tout simplement un livre qu'on lira pendant des siècles. Et Los Angeles, le mien, on ne lira pas pendant des siècles, hein, je vous le dis tout de suite. Le Los Angeles Times, on a le sentiment que le livre de Buckley aussi est le point final. Là, ben non, c'est pas le point final du tout.
Mais il y en a comme ça une page entière dans la deuxième édition de son bouquin, une citation qui est le couvre d'éloges. Et ça, c'est récent, hein, c'est depuis 2013-2014. Donc on est dans un débat qui est assez récent, qui continue encore. Hein. Voilà. Voilà le livre, la couverture du livre de Vincent Bugliosi, pardon. Now a major motion picture. Maintenant, c'est devenu un grand film. Et ben voilà. Et voilà, Bugliosi. Il est couvert d'éloges par Laurent Geoffrin également dans son article. Voilà. Et vous allez voir, on va en reparler un tout petit peu de M. Bugliosi. C'est un monsieur très malin, très affûté. On avance. Alors voilà, premier volet de ce dossier de Kennedy, la fusillade de Dealey Plaza. Alors Dealey Plaza, c'est la place où Kennedy a été fusillé, a été tué, flingué, pendant le cortège qui traversait la ville de Dallas. Alors un ou plusieurs tireurs. Donc la théorie, voilà. Alors, la théorie officielle, c'est qu'il y a eu un seul tireur qui était au 5e étage d'un immeuble que l'on voit dans le fond, là en haut à droite, qui était un dépôt de livres scolaires. Et, alors, je vais me déplacer parce que comme je n'ai pas de pointeur. Donc, il aurait tiré sur plusieurs fois, même, voilà, sur la culture de Kennedy, mais ce schéma montre qu'il y a une autre théorie quand même. Hein. Ils ont l'honnêteté minimum quand même de le signaler, bien qu'ils soutiennent la thèse officielle. C'est le dossier de Laurent Geoffrin, qui avait un tireur ici planqué derrière une palissade en haut d'une butte herbeuse, qui était beaucoup plus près et qui aurait donc donné le coup de feu fatal. Voilà. Attention. Donc voilà le schéma. Je pense qu'il y a d'autres. Voilà. Vous avez le schéma ici. Donc la voiture a fait un détour. Au lieu d'aller tout droit par Main Street, ils ont fait un détour, bizarrement, ils sont fait un crochet qui a ralenti beaucoup la voiture. Et alors elle a fait un tour à droite, puis un tour à gauche, et c'est là qu'il s'est fait assassiner. Voilà. Donc voilà, ici on a une photo intéressante qu'on ne voit pas souvent, qui montre bien la disposition des lieux. Et voilà. Donc vous avez ici la rue où Kennedy s'est fait tuer, à peu près ici, avec le dépôt de livres, vous voyez, le même schéma, et le talus herbeux avec des arbres qui cachaient une palissade. Ici. Et derrière, vous avez un espace vide, il n'y a pas d'immeuble, et il y a des chemins de fer, il y a un parking. Alors, tout de suite, je vous signale au passage, c'est le bon moment, que parmi les arguments mis en avant par les sceptiques, par les tenants officiels, dont M. Laurent Geoffrin du Nouvel Observateur, les gens qui ont entendu, il y a très nombreux témoins qui ont entendu des coups de feu qui venaient de là. Alors l'explication, c'est que mais c'était des échos. C'était des échos, des coups de feu tirés de là, n'est-ce pas? Il y avait des immeubles partout qui envoyaient des échos. Alors vous voyez que non, en fait, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'autres immeubles. Donc, et ça, c'est juste un des nombreux arguments. Voilà la façade de l'immeuble, donc et ici, vous avez donc le dépôt ce qu'on pouvait voir depuis le dépôt de livres. Et c'était quand même déjà assez loin, et on voit qu'il y avait des arbres en plus qui gênaient. Enfin là, on ne voit pas tellement bien sur cette photo-là. Voilà, on a essayé de reconstituer, voilà ce que ça donnait vu depuis le dépôt de livres. Il fallait avoir un fusil à baïonnette, et c'était pas évident du tout, pour arriver à viser et faire exploser la tête du président Kennedy. Non, pardon. On a tiré sur lui, sur son dos. Moi, je pensais qu'on avait tiré de l'avant, pas de l'arrière. J'y viens, c'est excampatoire, justement, tout de suite. Mon cher. C'est ce que je vais expliquer dans 3 secondes, 10 secondes. Parce que voilà ce qu'on a vu. Voilà, on a reconstitué ce qu'on pouvait voir depuis le talus herbeux, le fameux talus. Je vous parle depuis 5 minutes. Et
Et là, on voit que c'est beaucoup plus près, c'est tout près. D'accord. Hein? D'accord? Bon, voilà la suite. Alors, parmi les très nombreux témoins, il y a eu de très nombreux témoins de cette scène d'assassinat, dont un cinéaste amateur, Abraham Zapruder, qui se trouvait là, juste sur le talus herbeux, devant la palissade. Et voilà ce que donne le film. Il y a une fameuse image, l'image 313, tiens, elle est coupée, où on voit très bien qu'il y a eu une balle qui a explosé devant la tête de Kennedy. C'est pas une balle tirée par derrière. Et c'est une explosion de sang, c'est une balle explosive. Une balle explosive. C'est une balle explosive. Oui, on lui a explosé la tête avec un fusil très puissant. Voilà. Et alors voici ici quelques vues qui montrent que juste après l'assassinat, les coups de feu, la voiture elle est déjà partie, mais tous les spectateurs sont en train de se bouger, ils vont vers la palissade parce que c'est là qu'ils ont entendu les coups de feu. Voilà. Il y a même un policier qui accourt, voilà, ça c'est... Il y a encore une autre vue, je crois, voilà, c'est ça, où on voit les spectateurs qui s'agglutinent, qui vont vers la palissade. Non sans courage d'ailleurs, parce que s'il y avait des sirènes derrière, voilà, on les voit qui traversent la route pour aller, qui vont vers la palissade. Donc, tous les auteurs sceptiques, tous les auteurs contenant de la thèse, je ne sais pas dire officielle, parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment une thèse officielle, la thèse par rapport à Warren. La vraie thèse officielle, c'est celle de la commission d'enquête du Congrès, si vous voulez, qui a dit qu'il y a eu probablement un attentat. Mais bon, donc, de très nombreux témoins recensés par des enquêteurs ont été écartés par la commission Warren. Il y en a 3 que j'ai envie de citer parce que c'est tout à fait extraordinaire. Ce sont les 3 chefs principaux de la police du comté, de la ville, de l'État, qui étaient dans la voiture précédente, celle de Kennedy, et qui ont tous témoigné qu'ils avaient vu qu'on avait tiré depuis la palissade. Et je vais vous citer les noms parce que je trouve que c'est quand même extraordinaire. 3 témoins de première importance. Le shérif du comté de Dallas, Bill Decker, qui était dans la voiture précédente, celle de Kennedy. Le chef de la police de Dallas, Chase Curry, qui était dans la même voiture, ils ont donné l'ordre par radio d'aller vite aux policiers, d'aller voir de l'autre côté de la palissade. Mais ils n'ont rien trouvé. En fait, on pense que les tireurs s'étaient carapatés en vitesse en voiture, il y avait la voiture au parking, ils sont filés, ils sont partis à toute vitesse. Et le chef du service secret de Dallas, Forrest Sorrells, parmi voilà, les très nombreux témoins. Et on peut peut-être continuer. Oui, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ce que j'étais en train de vous lire. Et puis le suivant, ben, c'est un reporter tout à fait remarquable, c'est un avocat en fait, Mark Lane, qui a enquêté pour son compte et qui a recensé 90 témoins de la fusillade, dont 58, 64%, ont déclaré que les tirs venaient du monticule herbeux. Ils ont pratiquement tous été écartés de la commission Warren. Et, bon, je pourrais continuer comme ça pendant 1 heure, mais je vais abréger parce que je veux quand même qu'on avance. Il est déjà 8 heures. Ça va. Ça va très bien. Hein? Ça va. Ça va. Alors, on va continuer. Voici, tiens, voilà, attendez. On revient en arrière parce que voici un témoin. Encore en arrière. Encore en arrière. Regardez. Non, suivant. Stop. Voilà un témoin qui est un ancien agent du FBI, William Turner. Il est dans un document passé sur la chaîne Planète. C'est incroyable parce qu'il n'est même pas cité dans les bouquins dont je vous parle. Il a été trouvé, je ne sais pas, autrement, ailleurs, mais c'est très clair. Il dit là, il parle de la balle qui a pratiquement fait exploser le crâne du président, on va y revenir, et doit venir de la barrière sur le talus de la pelouse. Donc, c'est un agent du FBI. Parmi d'autres témoins, d'autres commentateurs. Est-ce que c'était retenu, Gildas, dans le rapport au Warren? Non, justement. Celui-là,
Ah non, mais non, le rapport Warren a éliminé presque tous les témoignages. Pratiquement. J'en ai d'autres, il y a par exemple un dont on avait beaucoup parlé à l'époque, qui s'appelait Lee Bowers, qui était un employé des chemins de fer, qui se trouvait sur le pont. Il a vu les coups de feu, il a vu la fumée, et tout. Et il a été écarté. Ils n'ont pas été invités à témoigner. Non mais c'est incroyable comme histoire, c'est absolument incroyable. J'ai l'impression de faire un véritable massacre. Il y a un autre agent du service secret, par exemple Paul Landis, qui était dans la voiture suivant celle de Kennedy. Il a confirmé que le tir semblait provenir de l'avant. Et on voit très bien la photo où on voit la balle qui explose devant Kennedy. C'est clair que c'est tiré de l'avant, ou en tout cas du côté droit vers l'avant. Et entre parenthèses, c'est également l'opinion de l'auteur du film, c'est Abraham Zapruder, qui était là. Il a affirmé qu'il avait entendu le coup de feu juste derrière lui. Et il y avait un autre témoin à côté de lui, qui était un jeune soldat, qui a fait la même chose. Il s'est même jeté à terre, il avait peur de se faire flinguer. Donc, c'est vraiment extraordinaire. C'est un cas extraordinaire parce que, encore aujourd'hui, il y a plein d'auteurs. Je vous en ai cité deux, le français Philippe Labro, qui était un auteur très estimé, connu. Il écrit chaque semaine dans Direct Matin, là, qui s'appelle, je ne sais plus comment, CNews Matin. C'est un auteur vedette, il a été invité tout le temps. C'est aussi un grand réalisateur de cinéma. Un bon réalisateur de cinéma. Ah non, c'est un auteur connu, quoi. Donc, quand un type comme ça parle, les gens écoutent et disent « Ah bah oui, c'est ça ». Non, non. Moi, je dis « Non, c'est pas ça ». Zapruder. Alors voilà, ici c'est intéressant parce que vous voyez ici LBJ, Lyndon Baines Johnson, qui était dans le cortège, qui a eu peur de se faire flinguer lui aussi, en parenthèse. Il est là dans l'avion en train de prêter serment de retour vers Washington avec à sa gauche Jackie Kennedy, qui était dans la voiture. Tout le monde a vu les photos de Jackie Kennedy à côté de son mari, essayant de rattraper un morceau de son crâne sur le capot arrière de la voiture. C'est une image absolument extraordinaire. Eh bien, et ce qui s'est passé, c'est que... Alors là, stop, arrêtez là, parce que ça va trop vite. C'est que... Ce qui je trouve intéressant ici, c'est que... on a... Parmi les nombreuses hypothèses, il y a eu celle sur laquelle Lyndon Johnson avait fait partie du complot. Je pense que c'est pas probable, hein, du tout. Parce que il a... Par contre, ce qui est très probable, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, lui et d'autres ont voulu étouffer le complot, en fait. C'était une situation extrêmement dangereuse. Et la famille Kennedy, elle a participé à ce scénario. On le voit sur cette image, en fait. Voilà. Je ne peux pas m'étendre plus, mais là, je voudrais passer à l'étape suivante, c'est qu'il y a eu toute une énorme controverse sur l'autopsie du président Kennedy. Il a été immédiatement emmené en voiture à l'hôpital Parkland, d'où le nom du livre de Vincent Boudry aussi. Il y a eu un début d'autopsie, mais il y avait 3 médecins qui ont dit ouais, il a été blessé par le vent, en fait. Alors il y a eu aussi plusieurs blessures. Il y a eu peut-être une blessure par l'arrière qui est ressortie par le vent. C'est encore une discussion qui n'est pas refermée. Mais par contre, les 3 médecins qui étaient là ont dit oui, il a été blessé par l'avant. Et il y en a un qui a reconfirmé cela encore il y a ces dernières années, là, dans le magazine gratuit Metro News. Entre parenthèses, il y a parfois des infos intéressantes dans les petits magazines, même les petits gratuits. Il y a une interview de l'un des anciens médecins, le Dr McClelland, qui était encore en activité dernièrement dans un hôpital, dans une clinique, et qui dit que, oui, je suis absolument certain qu'il y a eu
un tir par devant, et toute la partie arrière droite du crâne de Kennedy a littéralement été arrachée. Et d'ailleurs, il y a eu une projection d'une partie du cerveau réduite en bouillie par la balle qui est allée asperger un des policiers qui était juste derrière. Dont le nom m'échappe, mais on sait qu'il a été aspergé. Donc, c'était pas un tir par derrière, c'était tout ça. Il y a toute une convergence d'éléments, de faits, de témoignages, y compris médicaux, sur lesquels il y avait un tir, ou même plusieurs, il y a eu un ou plusieurs tirs vers l'avant, sur le côté droit, et que donc, il n'y avait pas un assassin, il n'y avait pas un tireur unique. Tout le monde pense, on est d'accord qu'il y a eu des tirs depuis l'immeuble, le dépôt des livres scolaires à l'arrière. Donc il y a eu 2 tireurs au minimum. Donc il y a eu un complot. Et tous les gens qui disent qu'il n'y a pas de complot, racontent des blagues. Voilà. Et donc l'examen du corps de Kennedy, on pourrait en parler pendant 1 heure. C'est incroyable comme histoire parce que ils n'ont pas pu faire très longtemps leur début de leur première constatation, car les services secrets, au service du président, le Secret Service, comme on dit, sont arrivés à l'entrée de l'hôpital et ils ont exigé, en accord avec Jackie Kennedy, avec Lyndon Johnson, pour embarquer le cadavre direction l'aéroport, pour embarquer le cadavre et le ramener à Washington pour faire une autopsie à l'hôpital militaire de Washington, l'hôpital Bethesda, l'hôpital de la Marine. Il y a eu donc une 2e autopsie, et là, je ne sais pas pourquoi ça sort là. Oui, on va trop vite. Et il y a eu donc une autre autopsie qui a été faite dans la nuit, même à Washington, et qui a conclu qu'il y avait eu un tir uniquement par derrière, etc., qui a embrayé sur l'hypothèse d'un tireur unique à l'arrière. C'est là que s'est mise en place la théorie officielle. Alors, ensuite, voilà, ça c'est intéressant, c'est un des aspects qui a été très discuté, c'est que le film de Zapruder, on connaissait exactement la durée du film, parce qu'on l'a confisqué, on l'a étudié, et on a pu savoir exactement en combien de temps il y avait eu des tirs, avec le son et tout, et il y avait très très peu de temps, on a entendu au moins 3 coups de feu, en fait, on pense qu'il y en a eu plus que ça, mais il fallait absolument faire tenir les 3 coups de feu dans un laps de temps très court. Alors il y avait un premier coup de feu, la balle est allée ricocher sur le bord du trottoir, elle a même blessé un spectateur. La 2e balle, on suppose que c'est la balle qui a fait exploser le crâne. Et puis, il faut expliquer des multiples blessures du gouverneur Connally qui était juste à l'avant dans la voiture, qui était devant Kennedy. Il a été blessé à 3 endroits différents, à l'épaule, à la main droite et à la cuisse gauche. Alors on s'est demandé, mais comment c'est possible ça? Alors il y a eu toute une théorie de la balle unique, on a rapidement appris la balle magique, et vous allez voir le trajet. Et c'est Vincent Bogli aussi, entre autres, qui a tenté une explication. Vous voyez sur cette image, on voit on voit Kennedy ici et à l'avant le commandant Connally qui a été blessé à l'épaule, à la main droite et à la cuisse gauche, et même encore ici. Et donc la balle, s'il était tiré depuis le dépôt de livres, qui arrivait un peu en biais, qui avait traversé aussi, parce qu'il y avait aussi, il fallait expliquer la blessure de Kennedy dans le dos et à la gorge. Alors, la balle commence par traverser le corps de Kennedy, et puis elle fait un petit zigzag, comme ça, voilà. Et puis elle vient toucher le gouverneur Connally dans le dos, lui brise le poignet droit et elle va se loger dans la cuisse gauche. On a fait ça la théorie de la balle magique. Alors, oubliez aussi l'éminent auteur Bugliosi qui a été couvert d'éloges, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Il a trouvé une explication. Il a dit, regardez, imaginons
que, en fait, le gouverneur Conally était décollé. Voilà, et comme ça, donc, tout s'explique, tout rentre dans l'ordre, et ça explique tous les dégâts, avec une seule balle. Bravo, Bugliosi. Le génial auteur Et du coup, ça qui a fait tout quoi? expliqué. Et alors, du coup, c'est quoi? Comment il y a eu toutes ces blessures? Sinon, votre théorie, vous? Ah ben, la théorie des partisans du complot, c'est qu'il s'est fait flinguer lui aussi. Il y a eu de nombreux tirs, en fait. Il y a eu Donc là, il y aurait eu la 3 tirs. palissade, la palissade. Il y aurait eu 3 tirs. Plus que ça. Ah, plus que ça encore. Et donc les balles, elles auraient pas, par exemple, tué la femme de Kennedy qui était de l'autre côté, du coup. Ben, elle était à gauche de Kennedy, elle n'a pas été flinguée, elle n'était pas Non, parce que du Elle coup, était pas blessée. si lui il est en face, il se prend 3 balles, c'est pas de balle elle a du vol, Jackie Kennedy. Elle a pris peut-être les eu balles. du bol, elle a peut-être eu du bol. Ouais. Ouais. C'est tout à fait possible. D'accord. Oui, c'est pas passé loin. Tant mieux. Oui, oui. Non, mais attendez, J'ai une question. il y a eu plusieurs coups de feu depuis l'arrière, en fait, probablement. Mais la balle magique, est-ce que ce fut une balle qui a explosé comme celle qu'on a vue de Non. la tête? Donc Non. ce sont deux sortes différentes de balles. Ouais. Est-ce qu'ils ont su déterminer si ça a été tiré du même fusil? Alors oui, on a expertisé le fusil. Là, vous avancez un petit peu. C'est qu'on a retrouvé le fusil de Liard Oswald, je vais y arriver, au 5e étage du dépôt de livres. Bon, pour dire les choses, oui, il a reconnu qu'il avait acheté ce fusil, qu'il l'avait apporté, mais que c'était pas lui qui avait tiré et qu'il n'était qu'un pigeon. Ils ont trouvé les balles? Oui, on a retrouvé les cartouches par terre, bien rangées. Il y avait 3 cartouches à côté du fusil, enfin à côté de la fenêtre. Bon, mais c'est très fabriqué, en fait. On n'a pas tous les éléments. On ne connaît pas. Vous posez des questions sur lesquelles on n'a pas forcément toutes les réponses. Oui. C'est un peu étrange si l'homme a utilisé des balles différentes. Donc des balles explosives, c'est assez difficile. Non, les Une balles balle très explosives. particulière. Attendez. Non. Il y a eu tir de balles explosives depuis l'avant, depuis la palissade. Oui, mais s'il y a Et eu qu'un depuis le seul, dépôt de livre, c'était des balles ordinaires. mais s'il y a eu qu'un seul tireur, c'est vrai que on a du mal à comprendre qu'il tire une Eh balle ben, c'est pas explosive et possible. des balles. Il y Voilà. avait plusieurs tireurs. Mm. Non, mais Il y en a un même, troisième encore, parce que. et même dans le dépôt de livre, il y avait probablement plusieurs tireurs parce qu'on a constaté qu'il avait pas. Il fallait qu'il tire 3 coups de fusil, il avait pratiquement pas le temps. Ouais. Mais celui qui a tiré des balles explosives depuis la talus, il a tiré aussi des balles explosives sur le gouverneur, du coup. Ah, c'est pas sûr. Ah, Non, lui, il a non, changé non, de non. balle. C'est peut-être des balles tirées par derrière. Parce qu'il a été tiré des deux Non, mais c'est côtés. plus la balle magique, là. Ok, la balle Le- magique, on s'en fout. Il y a eu plusieurs. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a eu plusieurs coups de feu. Ah. Donc il y a eu 3 derrière. tireurs, du coup, au moins. 3 tireurs, on ne sait pas. Ah bon, d'accord. Attendez, Je sais pas, je connais. Deux au moins. il y a eu au moins 2, peut-être même. Oui. Bah, il y a le mec qui tire un balle explosive, le mec au dépôt de livre, et celui qui tire des balles non explosives sur le gouverneur. Ah ben c'est peut-être celui Oui. qui était dans le dépôt de livre. Ah bon? C'est celui-là. Oui, Qui a probablement. réussi à tirer dans le gouverneur sans toucher Kennedy. Un peu n'importe comment, on va dire. D'accord. Ah oui, donc c'est bizarre. C'est possible hein, C'était possible. qu'il ne touche pas Kennedy et qu'il touche le gouverneur. Oui, parce que la première balle qu'il a tirée, elle est partie sur le trottoir déjà. C'est pas con. Non, ça va pas. Ah non, mais j'assimile les informations au fur et à mesure que vous les livrez. Non, J'ai vu le Je film de... m'excuse, mais j'essaie d'être didactique. Mais il faudrait quasiment lire un rapport très très serré, très détaillé. Je ne vais pas vous faire un jet. C'est de Yellowstone, simplement. Les films de Yellowstone, ils regroupent tout la théorie. Oui, c'est ça. Oui, du coup, j'apprends des trucs sur la balle explosive. Attendez, là, il y a eu, dans l'ordre, on ne sait pas exactement dans quel ordre ça s'est passé. En fait, Ah bon, du coup, alors... c'est-à-dire que ça a tiré très fort. Hein. Il a été flingué au moins de côté. Oui, parce que finalement, pour savoir dans quel ordre, on a juste le film et le son des balles, mais c'est peut-être pas suffisant pour dire laquelle balle a été tirée avant telle autre. Voilà, oui. Mais il y a des choses dont on n'est pas sûr et certain, c'est le nombre de balles exact, le nombre de tirs. Il y a des avis divergents, il y a des témoins qui ont entendu 6 même. Et puis, mais il y a des choses qui sont certaines, il y a des choses qui sont très fortes. C'est que on voit la balle qui explose sur le front de Kennedy. C'est un film, c'est pas un film de fiction, c'est un film vrai. C'est Zapruder qui a filmé ça. On le voit. Et puis, il y a les dégâts sur le corps de Kennedy et sur le corps
gouverneur Connally. Entre parenthèses, Connally et sa femme qui était à gauche, ils sont absolument certains que c'est pas le même tir, il y a eu plusieurs tirs. Il a témoigné, lui? Ah oui, il a témoigné, oui. Mais on n'en parle pas beaucoup, le témoignage du gouverneur Connally. Parce qu'il est un peu gênant. Oui. Est-ce que vous connaissez, il y a un chercheur qui s'appelle Jean-Marc Röder. Oui, je connais Jean-Marc Röder, je sais qu'il a étudié pas mal, oui. Il a enquêté, il a cherché pendant 20 ou 30 ans. Oui. Il a dit que, si vous regardez, il a fait une cassette ou Oui. un enregistrement. Oui. Ça dure 5 heures ou 3 heures. Il dit que... Oui. Comment dire? Il explique bien exactement ce qui s'est passé. Autrement dit, il y a bien eu des tirs de face, de devant. Oui. C'est pour ça que son cerveau s'est retrouvé sur le capot Oui, arrière. c'est ce que je dis depuis 5 minutes. Voilà, donc il n'a pas pu être tiré de derrière. Sinon, son cerveau serait... Exact, devant. on est d'accord, parce que si le cerveau avait été, si l'explosion du cerveau avait été faite par derrière, c'est le gouverneur Connally qui aurait été aspergé. C'est pas le policier qui roulait derrière. On est d'accord. Il dit également que la voiture a été arrêtée, le chauffeur a arrêté la voiture, ralenti la voiture. Oui, on a dit ça, oui. Ce qui a permis d'ajuster les tirs plus précisément. Oui, on a dit ça. Oui. Mais je ne pense pas que ça soit un argument très, très puissant, ça, franchement. Bon, enfin, on ne sait pas. Oui. Enfin bref... Enfin, je vais peut-être continuer quand même. Mais on est à peu près d'accord. Oui. Oswald n'était pas un tireur, donc il n'a pas... Il était très mauvais, il était très médiocre, il avait été dans les Marines, il était jugé tout juste suffisant. Il avait une note très médiocre. Oui. Il était incapable de faire ces tirs-là. D'autre part, il y a eu 13 commissions d'enquête. Oui. Et, comment il s'appelle, Clinton, le président Clinton, a demandé à toutes les administrations américaines, CIA, etc., de rassembler tous les dossiers sur Kennedy. Et c'est là que la vérité est sortie pendant le président Clinton. Et on sait exactement. Alors, vous Ils ne sont doutez- pas sortis tous ces dossiers. Non, il y a eu une commission d'enquête officielle qui a fait donner ses conclusions en 1977. Select House Committee, je sais pas quoi. Il y a eu 13. On assassinations. Il y a eu au moins une dizaine de commissions d'enquête officielles. Alors là, je demande à voir. Il faudra me donner vos sources, là. Jean-Marc Röder. Jean-Marc Röder, je lui écrirai. Jean-Marc Röder, voilà. D'accord. Ouais. Bon. Je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il a dit. Alors, on va... Et, ah oui, pourquoi la famille Oui. n'a pas parlé? Oui. Parce que il y a un plan Amworld, donc un plan secret américain, qui consiste à dégommer tous les présidents, tous les dictateurs ou tous les présidents qui ne conviennent pas aux États-Unis et qui devaient être mis en marche. Et s'il y avait eu 2 tireurs, il y aurait eu une enquête fédérale, puisque complot il y avait, ou du moins 2. Et l'enquête fédérale n'aurait pas pu sortir la vérité. Donc il fallait absolument qu'il n'y ait qu'un seul tireur pour que l'enquête soit locale. Bon, attendez, oui, je comprends en partie ce que vous dites, c'est juste ce que l'on sait, mais je vais peut-être pas avoir le temps d'en parler beaucoup. Là, c'est que il y avait des complots, notamment pour assassiner Fidel Castro. Et même les Kennedy avait participé. Il y a eu toute une série de complots. Il y a eu 17 tentatives d'assassinat au minimum contre Fidel Castro à cette époque-là. Donc toutes les révolutions oranges. Et elles ont toutes échoué, en fait. Toutes les révolutions oranges, tous les trucs d'Irak, c'est la suite de cette politique américaine. Alors oui, c'est un peu le sujet de mon livre, on est vraiment en partie d'accord. Voilà, et c'est clair et net. Hein. Oui, mais attendez, Bon. ce que je voulais dire, quand même, j'aime bien Jean-Marc Röder, je l'ai rencontré, je l'ai connu à Strasbourg, à une conférence. C'est un type tout à fait intéressant, mais je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il raconte. Parce qu'il a raconté beaucoup de choses. Remarquez que moi aussi, vous me direz. Ah non, mais moi, j'essaie de rester à peu près au milieu du terrain, quand même. Ah non, mais il va jusqu'au bout. Hein. Il a fait ça pendant 30 ans.
Ouais. 63, 73, D'accord. 73, même 40 ans. Est-ce qu'il a publié un livre là-dessus? Il a une cassette. Une cassette, oui. Sur Internet, sur Ici et Maintenant, il y a une cassette, il faut payer 5 € ou je ne sais pas combien. Oui, oui, non, mais c'est un auteur, un des auteurs On qu'on peut peut le l'étudier en prendre sur, France, on peut dire ça. mais Mais je pense qu'il va. Non, c'est intéressant votre intervention parce que on a tout un dossier très complexe. Il y a eu des centaines, des milliers de publications là-dessus dans le monde. Mais il y a plein de choses, plein de théories, et il ne faut pas forcément croire tout ce qu'on raconte, tout ce qui est publié. Il faut se méfier un peu quand même. Oui, mais avant, au moment où il est arrivé à Dallas, Hein? au moment où Kennedy est arrivé à Dallas, il y avait des banderoles qui annonçaient sa mort. Oui, oui, il y avait des affiches qui disaient visez bien. Voilà. Tuez-le. Oui, il y avait une ambiance extrêmement dangereuse. Kennedy avait dit avant d'arriver à Dallas, bon maintenant nous allons payer des fous, des cinglés. Ben oui, il ne croyait pas si bien. Voilà. Donc, la théorie là-bas, l'unique qu'on a vu. Le lendemain, alors là, Oswald arrêté puis assassiné par Jack Ruby, c'est absolument extraordinaire. On va accélérer un petit peu parce que sinon on va y passer la soirée. J'ai d'autres choses à vous raconter quand même. Donc, Oswald, c'est tout à fait extraordinaire. Je fais très vite. Ah, excusez-moi. Là, on est sorti. Là. Non, c'est au-dessus. Là. Voilà. Non, parce qu'il est fait presque. En bas à droite. C'est bon. Alors, donc, c'est tout à fait extraordinaire l'épisode d'Oswald, parce que il a pu sortir du dépôt de livres tranquillement. Il y a un des policiers qui est monté, parce qu'on a quand même vu aussi des coups de feu qui sortent par tête là. Il est monté dans les étages avec le directeur de l'établissement. Ils sont arrivés au premier étage, il y avait la cafétéria, il y avait un gars qui était en train de siroter tranquillement son Coca-Cola. C'était Oswald. Et le directeur a dit oui, il travaille chez nous. Bon, alors ils sont continués à monter. L'ascenseur était en panne, ils sont montés jusqu'au 5e étage. Ils ont trouvé les balles par terre, bien disposées. Et puis de l'autre côté de l'étage, le fusil Manicchio Carcano, un vieux fusil de guerre italien, entre parenthèses, de la Seconde Guerre mondiale, qui était un peu, qui visait plus très juste. Hein. Et puis l'autre, il est sorti tranquillement pendant ce temps-là, Oswald. Il avait tué le président des États-Unis, il était allé boire son Coca-Cola au premier étage, en descendant à pied parce que l'ascenseur était en panne, et puis il était sorti, puis il était allé prendre l'autobus au coin de la rue. Non, mais il savait qu'il l'avait tué. Il savait qu'il ne l'avait pas tué, Il savait qu'il ne l'avait pas tué. Et en plus, on va apprendre au fil des enquêtes qui vont suivre qu'il l'a dit lui-même le surlendemain. Je ne suis qu'un pigeon. Il pensait qu'il était protégé, mais il ne l'était pas. Il était pigeonné en fait. C'est ça le truc. Il s'est fait avoir comme un bleu. Et alors, il est sorti et puis, un quart d'heure après, l'assassinat, on a commencé à donner le signalement d'Oswald. On a commencé à dire ah ben voilà, c'est un homme de taille, telle corpulence, etc. On le recherche, là, son aspect, etc. Comment il savait ça? Parce qu'il y avait un témoin dans la foule là, qu'on a vu qui a dit qu'il avait vu Oswald par la fenêtre quand il va. On s'est aperçu ensuite, j'aimerais cette histoire, qu'il voyait mal, il avait une très mauvaise vue et la commission Warren a été obligée d'écarter comme témoin. Donc c'était pas évident en fait. En réalité, on voit bien qu'il y avait des collusions dans ce complot qui était, je vais y revenir, qui était principalement un complot mafieux en fait. Puis il y avait des collusions dans la police. Et dans la CIA. La CIA aussi, oui, la police et la CIA. George Bush, qui est toujours vivant. George Bush, George Bush, il était en culotte courte à ce moment-là. Non, monsieur. Le père. Le père. Le père, George Bush, père, pas d'accord. Bon, attendez. Il faudra prouver ça aussi, que George Bush faisait partie d'un complot à ce moment-là. Ça, c'est pas prouvé du tout, excusez-moi. Les auteurs dont je parle depuis une heure, ils disent pas ça du tout, je vous signale. Tamar Valton, Thierry Letts et compagnie. Bon, et alors,
Voilà. Il se passe que on a arrêté Oswald très vite, à l'autre bout de la ville, dans le quartier où il habitait. Il a tué un agent, l'agent Tipit, qui était dépêché sur les lieux, qui avait dit il faut arrêter ce mec, Oswald. Il s'est approché, il y a eu une interpellation, et Oswald, qui avait quand même un revolver, il l'a flingué. Ah, ça semble à peu près certain. On l'a arrêté, on l'a mis en prison, on l'a cuisiné pendant 2 jours. Il n'a pas pu avoir d'avocat. Hein. Il a réclamé tout le temps un avocat, il n'a pas pu l'avoir. Hein. C'est totalement illégal. Il devait avoir un avocat. Il n'y a aucun compte-rendu des interrogatoires d'Oswald hein, pendant 2 jours à la prison. Pas de photos, pas de vidéos, pas d'enregistrement audio, rien. Pas de transcription. C'est extraordinaire ce qui s'est passé. Et puis, eh ben, il s'est fait flinguer dans les locaux de la police, dans les sous-sols, par Jack Ruby, qu'on voit à droite avec son chapeau. Et en direct à la télé. En direct à la télé. Ouais, c'est photo de l'assassinat. Tout le monde a vu ça. Alors là, tout le monde a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est incroyable. Et c'est de là que part toute la théorie. C'est voilà un point de départ ici, mesdames et messieurs, des grandes théories du complot. C'est cette photo-là, en fait. Et Jack Ruby, c'est quand même un drôle de personnage. Et Oswald et Ruby, je vais en dire un mot, si vous voulez bien. Si vous n'êtes pas encore trop fatigué de m'écouter, sinon on peut arrêter un moment. On continue un petit peu. On va jusqu'au bout de, on va jusqu'au bout de Kennedy. Ouais. On va faire vite. On fait une pause café. On accélère, on va finir par Kennedy, puis on va parler du 11 septembre. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Jack Ruby a été évidemment jugé, condamné à mort. Il a imploré le président de la commission, Earl Warren, d'être changé de prison parce qu'il ne pouvait pas parler à Dallas. Ça lui a été refusé et il est mort quelque temps après de cancer. Il n'a pas pu raconter son histoire. Pas plus qu'Oswald d'ailleurs. Il y a une opinion qui est très intéressante, c'est celle du Gérald de Gaulle qui était interrogé par un collègue, comment il s'appelait, qui a écrit c'était de Gaulle. Il lui a demandé ce qu'il en pensait, et l'autre lui a dit moi c'était un complot, bien évidemment. C'est une histoire d'OS. Et on a pris un pigeon, on a flingué, parce que le pigeon, on ne voulait pas avouer. Alors on l'a flingué à son tour, on a demandé à un brave type, un bénévole, n'est-ce pas, de le flinguer. En fait, c'est pas exactement un bénévole, c'est un type qui était sous pression. Jack Ruby, c'était un mafieux local qui a été mis sous pression par le grand boss de la mafia de la région, qui s'appelait Carlos Marcelo. Vous allez voir son portrait, et c'est un type pas commode du tout. Hein, parce qu'en fait, il avait... Bon, on avance. Voilà, le bouquin de Amar Balton, qui est vraiment, à mon avis, le meilleur bouquin. Alors ici, là, on avance très vite tout d'un coup, c'est que... Alors voilà, ce type-là, il a une sale gueule aussi, mais attention, c'est quand même un type, pour s'y mettre, c'était un gars qui avait été mis en prison, exactement dans la même prison que Carlos Marcelo, qu'on va voir dans un instant, et qui a avoué à Marcelo, est devenu ami de ce gars-là, et il lui a raconté son histoire. Il lui a raconté comment il avait mené le complot pour assassiner Kennedy. Ça, c'est Oswald. Alors voici Oswald dans les films photographiés par la police, mafieux local, qui est, voici Carlos Marcelo, chef du complot. Ah, il a une tête, quelle tronche, dis donc. Il paraît que c'était un type très dangereux. Il avait tué quelqu'un, je ne sais plus comment, un coup de poing dans un bar un soir. Tout le monde avait très peur de lui. Et voilà un de ses associés, qui s'appelle, voilà, son nom m'échappe, qui était l'un des boss également qui a participé au complot. Lui, il venait de Chicago, avec Sam Giancana, alors il est connu, lui, également de Chicago. Puis alors, il y a des agents, là je reviens, vous disiez tout à l'heure, sur la CIA. Voilà des agents, CIA ou associés à CIA. Guy Bannister, David Ferry, Howard Hunt. Je signale que Bannister et Howard Hunt, on va les retrouver beaucoup plus tard comme comploteurs dans l'affaire du Watergate, à l'époque de Nixon, qui a fait tomber Nixon. Ils faisaient partie c'était des sachants qui ont fait
poser les micros du Watergate à l'époque de la réélection de Nixon en 1900, fin des années 60. Et voilà. C'était vraiment un club sympathique, hein, un club de gens sympathiques. La piste cubaine. Alors voilà, ici, bon, on va arriver vers la fin de toute cette affaire, c'est que, là j'abrège énormément, hein, énormément. C'est que, d'après Lamar Baldwin, qui a beaucoup étudié ça, et d'autres, il y avait une piste cubaine aussi. Et on s'est parlé de 17 tentatives d'assassinat pour Fidel Castro. Donc, en gros, pour faire simple, dans toute cette histoire de complotistes, il y avait des mafieux, mais il y avait des gens, effectivement, de la CIA, des gens, des militaires de haut rang, certains de très haut rang, et puis des exilés cubains et qui voulaient renverser Castro et reconquérir Cuba. Parce que Cuba, avant Castro, c'était une vache à lait extraordinaire. Le micro ne marche plus. Le micro ne marche plus. Il se peut que la batterie est épuisée. Là. La batterie est morte. Merci. Elle est morte, la batterie? Non, c'est... J'ai dû appuyer. Oui, quand c'est ça, ça veut dire qu'il est en pause. Et comme ça, il est actif. Ah bon, d'accord. C'est pas grave. Excusez-moi. Ah oui, mais il faut tout me dire, hein. Sinon moi je sais pas. Il y a toutes ces choses avec la technologie, n'importe où, on touche avec son doigt, il y a un touche son problème. doigt et la vaisseau s'effondre. Parfois, sans toucher le doigt, il y a un problème. Ou la fusée décolle. Bientôt, il faudra même plus penser. Bon alors, non mais attendez, j'ai été un petit peu sévère là, avec les propos que vous avez cités de notre ami Jean-Marc Roder. Jean-Marc Roder. Non mais je sais très bien qu'il a beaucoup étudié, bien sûr. Mais donc, en gros, vous avez cité la CIA, oui, c'est pas seulement la CIA. Ah oui, vous disiez que Cuba, c'était la vache à lait. Il y a des zones d'extrême droite. On sait qu'on a vérifié qu'en Haïti, Oswald avait été embauché par toute cette extrême droite. Il avait été agent pour les militaires américains. Il avait été comme ça qu'il s'est retrouvé. Il est allé en Russie. Il a pu épouser une jeune fille d'un haut responsable soviétique. Il a eu un poste très très bien payé, équivalent à un directeur du site là-bas. Et puis tout ça parce que c'était c'était un agent double. On s'en servait des deux côtés. Enfin, c'était un pauvre type en fait. Pardon. Et alors il est retourné aux États-Unis, il a été suivi par sa jeune femme soviétique qui, elle, l'a accablé ensuite, entre parenthèses. Hein. Et c'est vraiment lamentable. C'est ce que disait le général de Gaulle, c'était un minus avance, c'était le général de Gaulle. Et en fait, c'est peut-être un peu sévère, parce qu'il était quand même assez intelligent ce gars-là. Hein. Mais il s'est fait complètement blouser. Et en réalité, donc pourquoi j'ai dit ça maintenant? Parce que il y avait des gens de la piste, des exilés cubains dans tout ça, dans ce milieu de la Nouvelle-Orléans. Il y a un enquêteur qui s'appelle Jim Garrison qui a pas mal creusé la piste, mais qui s'est un peu planté quand même. Il a fait un bon film, une bonne enquête qui a été racontée, qui a servi de base au film de Oliver Stone, un JFK, qui est assez intéressant aussi. Hein. Mais ils sont pas mal creusés par là aussi, et ils ont trouvé beaucoup de choses, et notamment qu'il y avait une piste. Et celle-là a été, alors tenez-vous bien, menée par John Kennedy lui-même, parce qu'il y avait plusieurs pistes de complot contre Castro. Et Kennedy avait travaillé sur une piste avec le commandant Juan Almeida, qui était numéro 3, mais opposant secret de Cuba. Je crois qu'il y a sa photo aussi. Non. Non? C'est la fin. Ah, de la partie Kennedy. Je croyais qu'il y avait la photo. Il y a quand même aussi... C'est pas ça? Voilà. C'est le gars à droite, là, c'est le commandant Almeida. À gauche, je crois que c'est Raúl Castro qui a repris les rênes de Cuba, là, qui a pris la succession. Donc c'est un haut personnage du gouvernement cubain. C'est très compliqué tout ça comme histoire. Non, il y a aussi le syndicat des transporteurs qui était dans le coup. Ah bah Jimmy Hoffa, bien sûr, il était dans le coup. Ah oui, attendez, il y a une anecdote, il y en a plein. Jimmy Hoffa voulait tuer Bob Kennedy, Robert Kennedy. Non, voulait tuer John Kennedy. Et c'est Carlos Barcelo qui a raconté à son
son co-détenu John Lanningham, là, qu'on a vu tout à l'heure, qu'il avait dit à Jimmy Hoffa, non, il ne faut pas tuer John Kennedy. Non, il faut tuer John Kennedy directement, il ne faut pas tuer Robert Kennedy, parce que si on tue Robert Kennedy, on aura John Kennedy sur le dos, ça sera épouvantable. Donc, et effectivement, ils ont tué John Kennedy. Robert Kennedy, il a attendu son tour, hein, ça m'est arrivé plus tard, en 1968. Mais ça, c'est un autre chapitre de mon livre. Mais Est-ce que c'est clair ce que je raconte, ou est-ce que c'est complètement loufoque? non, mais pour ma part, en fin de compte, il y a eu un complot, mais c'était interne. Il n'y a pas eu comment dire, d'incidence, une remise en question politique, puisque quand Johnson est arrivé, Rother, ça a avancé la politique sociale, puisque les lois antiraciales ont été votées, les avantages sociaux ont été votés, donc ça a précipité au contraire. À mon avis, Ça n'a rien Lyndon bousculé Johnson dans la n'était pas le personnage absolument noir et odieux qu'on a dépeint. Il était bien plus compliqué que ça. Ça n'a rien bousculé de la politique américaine. Lyndon Johnson. C'est lui qui a fait passer la loi sur les droits civils des Noirs. Ça a permis quand même au Vietnam de... Mais c'est lui qui a lancé en grand la guerre du Vietnam. Ça, c'est le côté noir du bonhomme aussi. Parce que John Kennedy, il ne voulait pas faire la guerre en grand. Hein. Il ne voulait pas. Si, le début, ça a commencé par lui. Hein. Il a commencé un peu, mais en fait, il voulait la freiner, l'arrêter, et il a été flingué en partie pour ça, justement. Parce que les militaires d'extrême droite étaient dans le coup pour flinguer Kennedy, parce que Kennedy ne voulait pas faire la guerre en grand. Alors, je n'ai pas le temps d'expliquer ça, mais c'est dans le bouquin. Ici, Lamar Valdron, tout ça. Ouais. Donc ça serait, on peut dire, pour une conclusion provisoire, c'est vraiment le départ des complots à partir du moment où les Américains et les Européens commencent à plus trop croire à ce que dit le gouvernement. Ouais. Voilà, c'est ça le point. C'est tellement énorme que... Vous avez raison, c'est ça qu'il faut comprendre dans tout ça. C'est que c'est déjà un dossier absolument énorme qui démarre dans les années 60, qui ensuite, on enchaîne en 68. Bah, j'habitais là-bas, j'ai vu ça. J'étais à New York en 1968. L'assassinat de Martin Luther King puis de Robert Kennedy. L'assassinat de Robert Kennedy en 68. Moi, j'ai vu, il y avait 150 000 personnes qui ont défilé à New York devant le cercueil de Robert Kennedy, devant la cathédrale Saint-Patrick, sur la 5e avenue. C'était absolument inouï. Ça a été un choc profond. Et ça, c'est le départ. Toute cette époque-là, c'est le début de toutes les théories du complot, du complotisme et de la méfiance de plus en plus grandissante, avec des hauts et des bas, parce qu'il y a eu des périodes où les Américains ont de nouveau recru leur gouvernement. Je pense à 2003, bon, on ne va pas avoir le temps d'en parler, mais quand il y a eu ce cirque sur les armes de destruction massive, tout le monde l'a cru.